Ma sœur Kelly a giflé mon bébé lors du dîner de Noël. Elle a dit que je surréagissais. Tout le monde est resté assis sans rien dire. Mais alors, mon mari, commandant dans l'armée, s'est levé, l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Sors ». Elle n'est jamais revenue. Le bruit de la paume de Kelly percutant la joue de ma fille de 8 mois a déchiré la musique de Noël comme un coup de feu. Le visage de Grace est devenu rouge avant même que le cri ne sorte de sa gorge. La trace de la main a fleuri sur sa petite joue des bords blancs avec un centre cramoisi. Ma sœur se tenait là, respirant fort, sa main encore légèrement levée comme si elle allait frapper de nouveau. Elle n'arrêtait pas de pleurer, a dit Kelly, la voix plus tranchante d'irritation que de remords. Je t'avais dit de contrôler ton gosse. Je fixais ma sœur, mon cerveau luttant pour traiter ce qui venait de se passer. Grace hurlait dans mes bras, son petit corps tremblant. Toute la salle à manger était devenue silencieuse. La fourchette de ma mère flottait à mi-chemin de sa bouche. Le visage de mon père s'était vidé de son sang. Mon frère cadet, Tyler, restait figé, son verre de vin dangereusement incliné dans sa main lâche. « Tu as frappé mon bébé » ai-je dit, ma voix sortant plate et lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Oh, ne sois pas si dramatique, Hazel. » Kelly a levé les yeux au ciel et a tendu la main vers son verre de vin. C'était à peine une tape. « Tu surréagis comme tu le fais toujours. » C'est là que Bradley s'est levé. Mon mari a bougé avec la précision contrôlée que procure 15 ans de service militaire, le genre de mouvement qui pousse instinctivement les gens à reculer. Il n'a pas couru. Il n'a pas crié. Il s'est simplement levé de sa chaise, sa stature de 1,90 m se dépliant avec une lenteur délibérée, et s'est tourné vers Kelly. « Sors » a-t-il dit. 2 mots, prononcés calmement, mais l'autorité dans sa voix a fait chanceler l'arrogance de Kelly. « Pardon » dit-elle, essayant de retrouver son assurance. « C'est la maison de mes parents, pas la tienne. Tu n'as pas à me dire. Sors. » La voix de Bradley est descendue d'un ton. « Tu viens d'agresser un nourrisson. Mon nourrisson. Tu as 10 secondes pour quitter cette maison avant que j'appelle la police. » Brad, voyons. Mon père a enfin pris la parole, la voix faible et conciliante. Ne réagissons pas de façon excessive. Kelly a juste perdu son calme. Elle ne voulait pas. 8 secondes, a dit Bradley, ses yeux ne quittant jamais le visage de Kelly. Robert. Ma mère s'est tournée vers mon père, sa voix prenant ce ton suppliant familier que j'avais entendu toute ma vie. Dis-lui qu'il ne peut pas mettre Kelly dehors le jour de Noël. C'est la famille. Le bébé qu'elle vient de frapper aussi, a dit Bradley. 5 secondes. J'ai regardé le visage de ma sœur passer par toutes les émotions, le choc, la colère, l'incrédulité, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle regardait nos parents, s'attendant clairement à ce qu'ils interviennent, à ce qu'ils la défendent comme ils l'avaient toujours fait. Quand notre père a commencé à se lever, Bradley a levé une main. « Monsieur Morrison, si vous essayez de m'empêcher de protéger ma fille. J'appelle la police à l'instant et je dépose plainte pour agression. » La trace de main sur le visage de Grace sera très nette sur les photos. Est-ce ainsi que vous voulez passer la soirée de Noël au poste de police pendant que votre fille se fait ficher? Mon père s'est rassis sur sa chaise. Kelly a attrapé son sac au dossier de sa chaise, ses mouvements saccadés par la rage. Très bien, je m'en vais, mais c'est ridicule. Ce bébé était agaçant, et il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. 2 secondes, a dit Bradley. Kelly s'est précipitée vers la porte, puis s'est retournée pour une dernière flèche. Vous agissez tous comme si je l'avais tué. Mon Dieu, Hazel, tu as toujours été une telle reine du drame. Si tu savais comment être mère, ton gosse ne serait pas une telle peste. Bradley a fait un pas en avant, et Kelly s'est ruée vers la porte, l'ouvrant brusquement et la claquant derrière elle assez fort pour faire trembler la couronne suspendue de l'autre côté. Le silence qui a suivi était oppressant. Grace s'était calmée, laissant place à des sanglots saccadés contre mon épaule, mais la marque sur son visage semblait briller à la lumière des bougies de la table. J'ai regardé le visage baigné de larmes de ma fille et j'ai senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Eh bien, a fini par dire ma mère, la voix fragile. C'était certainement dramatique. Maman. Tyler a pris la parole, trouvant enfin sa voix. Elle a frappé un bébé. Elle lui a donné une tape, a corrigé ma mère, réécrivant déjà le récit. Kelly a un tempérament de feu.
Nous le savons tous. Mais Hazel, tu dois admettre que Grace devenait grognon. Peut-être que si tu l'avais emmené dans une autre pièce. Tu es sérieusement en train de me rejeter la faute, ai-je dit, la voix tremblante. Ta fille vient de gifler mon nourrisson, et tu suggères que j'aurais dû retirer Grace de la table? Je dis juste que Kelly a été très stressée ces derniers temps, a continué ma mère, sans croiser mon regard. Elle a perdu son travail le mois dernier, et tu sais comment elle devient quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Quand quelqu'un d'autre reçoit de l'attention. Quand un bébé fait des bruits de bébé normaux, les jeux interrompus. Hazel. La voix de mon père portait un ton d'avertissement que je connaissais bien depuis l'enfance. Ta mère a raison, nous devrions tous nous calmer. Kelly n'aurait pas dû frapper Grace. Mais Bradley n'avait pas besoin de menacer d'appeler la police. Nous sommes une famille. Nous réglons ces choses en privé. J'ai senti la main de Bradley sur mon épaule, ferme et protectrice. Quand j'ai levé les yeux vers lui, j'ai vu le muscle de sa mâchoire se contracter, le seul signe extérieur du contrôle immense qu'il exerçait pour rester calme. Nous partons, ai-je dit, en me levant et en ramassant le sac à langer de graisse de ma main libre. Oh, Hazel, ne fais pas ça, a dit ma mère en se levant de sa chaise. C'est Noël. Ne laissons pas un petit incident gâcher toute la journée. Un petit incident, ai-je répété lentement. Maman, regarde son visage. J'ai tourné Grace vers la lumière pour qu'ils puissent tous voir clairement. La trace de main devenait déjà violette sur la peau délicate de ma fille. Tyler a laissé échapper un petit bruit de détresse. Mon père a détourné le regard. Ça a l'air pire que ça ne l'est, a insisté ma mère, mais sa voix s'était affaiblie. Demain, il n'y paraîtra plus rien. Non, ai-je dit doucement. Non, ça n'ira pas. Rien de tout cela ne va, et j'en ai fini de faire semblant. Bradley m'a aidé à rassembler nos affaires, les cadeaux que nous avions apportés, les jouets de Grace, le plat que j'avais préparé pour le dîner. Mes parents se tenaient dans l'embrasure de la porte, ma mère pleurant doucement, mon père l'air sévère et déçu. Tyler nous a suivis jusqu'à la voiture. Hazel, a-t-il dit alors que Bradley attachait le siège auto de Grace. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Kelly a fait des commentaires sur Grace pendant tout le dîner avant que vous n'arriviez. Je me suis arrêté, la main sur la portière. Quel genre de commentaires? Sur le fait que tu amènes un bébé au dîner de Noël. Que ça allait tout gâcher. Que certaines personnes ne devraient pas avoir d'enfants si elles ne peuvent pas les contrôler. Il a fourré ses mains dans ses poches. Je pensais qu'elle faisait juste du Kelly, tu sais, à parler pour ne rien dire comme d'habitude. Je ne pensais pas qu'elle allait vraiment frapper mon bébé, ai-je fini pour lui. Ouais. Il avait l'air misérable. Pour ce que ça vaut, je pense que Brad a eu raison. Elle aurait dû partir. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit là-dedans? Tyler a jeté un coup d'œil vers la maison, où les silhouettes de nos parents étaient visibles à travers la fenêtre. Tu sais comment ils sont avec Kelly. Ils lui ont trouvé des excuses toute notre vie. Je sais, ai-je dit doucement. Je n'avais juste pas réalisé qu'il lui trouverait des excuses pour ça. Le trajet de retour s'est fait en silence, à l'exception des gémissements occasionnels de Grace. Bradley gardait une main sur mon genou, ferme et rassurant. En arrivant dans notre allée, il s'est tourné vers moi. Nous l'emmenons aux urgences pédiatriques, a-t-il dit. Je veux que la marque soit documentée par un professionnel de santé. Brad, c'est Noël. Tout est probablement fermé. Alors nous irons à l'hôpital. Je suis sérieux, Hazel. Nous avons besoin d'une trace officielle. Je l'ai regardé, voyant ce calcul froid dans ses yeux que j'avais aperçu quelques fois auparavant, généralement lorsqu'il traitait des questions militaires. Tu penses à porter plainte? Je pense à m'assurer que nous avons des preuves au cas où. Ta sœur a agressé notre fille. Ce n'est pas quelque chose que je vais laisser passer. Nous avons passé 3 heures aux urgences. Le médecin qui a examiné Grace était doux mais minutieux, photographiant la marque sous plusieurs angles et prenant des notes détaillées. Elle a confirmé ce que nous savions déjà, la forme et la gravité de la marque correspondaient à une gifle délibérée d'une main d'adulte. Est-ce que c'est déjà arrivé, a-t-elle demandé, les yeux bienveillants mais professionnels. Jamais, ai-je dit fermement. C'est la première fois que quelqu'un lui fait du mal. Et la personne qui a fait ça? Ma sœur, ai-je dit, et le dire à voix haute rendait la chose encore plus surréaliste.
Lors du dîner de Noël. Le médecin a pris une note dans son dossier. La loi m'oblige à signaler les incidents de maltraitance infantile aux autorités compétentes. Vous serez probablement contacté par les services sociaux, mais comme il semble s'agir d'un incident isolé commis par une personne n'ayant pas la garde de l'enfant, je ne prévois aucun problème pour vous en tant que parent. Cependant, je recommande fortement de déposer une main courante ou une plainte. Bradley a acquiescé. C'est ce que nous comptons faire. Quand nous sommes rentrés et que nous avons couché Grace, il était presque minuit. Je me tenais à la porte de sa chambre, la regardant dormir, l'ecchymose légère encore visible même dans la pénombre de sa veilleuse. Ta mère a appelé 4 fois, a dit Bradley doucement derrière moi. Et ton père 2 fois. Je ne veux pas leur parler. Je n'ai pas répondu. Il a passé ses bras autour de moi par derrière. Mais ils vont continuer à appeler. Qu'ils appellent, ai-je dit, surprise par la dureté de ma propre voix. Ils ont fait leur choix ce soir. Ils ont choisi Kelly plutôt que Grace. Plutôt que nous. Tu es sûr de vouloir porter plainte, a demandé Bradley. Ça va créer une rupture permanente. Je me suis tourné vers lui. La rupture a été créée au moment où Kelly a frappé notre fille. Je m'assure simplement qu'il y ait des conséquences. Nous avons déposé plainte le lendemain matin. L'officier qui a pris notre déposition était professionnel mais compatissant, surtout après avoir vu la documentation médicale. Il a expliqué que, comme Grace était un nourrisson, le chef d'accusation d'agression serait aggravé. Et compte tenu des preuves claires, il était probable que le procureur engage des poursuites. Votre sœur sera probablement arrêtée, a-t-il prévenu. Êtes-vous prête pour cela? J'ai regardé Bradley, puis l'officier. Oui. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que nous ayons quitté le commissariat. Ma mère était hystérique. Comment as-tu pu, a-t-elle sangloté quand j'ai fini par décrocher. La police vient d'appeler Robert. Ils disent que Kelly pourrait être arrêtée pour agression. Ça va ruiner sa vie, Hazel. Elle a ruiné sa propre vie quand elle a frappé mon bébé, ai-je dit calmement. Mais porter plainte? C'est aller trop loin. Ne peut-on pas régler ça en famille? Nous avons essayé de régler ça en famille hier soir, maman. Tu as choisi de lui trouver des excuses au lieu de reconnaître ce qu'elle a fait. Maintenant, c'est la justice qui s'en occupe. Ton père est furieux. Il dit que tu es vindicative et cruelle. Bien. Il aurait peut-être dû être furieux quand Kelly a giflé Grace, au lieu de l'être quand j'ai décidé de protéger ma fille. Kelly est ta sœur et Grace est ta petite fille. Pourquoi cela ne semble-t-il pas compter pour toi? Les sanglots de ma mère se sont intensifiés. Tu es en train de déchirer cette famille. Non, maman. C'est Kelly qui l'a déchirée. Je refuse simplement de prétendre que rien ne s'est passé. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. La police a arrêté Kelly 2 jours après Noël. Tyler m'a appelé pour me le dire, la voix serrée par la tension. Elle était chez maman et papa quand ils sont arrivés, a-t-il dit. Papa a essayé de discuter avec eux, a dit que c'était une affaire de famille qui avait pris des proportions démesurées. Les officiers n'ont rien voulu savoir. Ils lui ont passé les menottes là, en plein milieu du salon. J'étais assise à ma table de cuisine, Grace endormie contre mon épaule, et je ne ressentais absolument rien. Ni culpabilité, ni satisfaction, juste une clarté glaciale, c'était exactement ce qui devait arriver. Maman menace de te rayer complètement de sa vie, a continué Tyler. Elle n'arrête pas de dire que tu as choisi la vengeance plutôt que la famille. J'ai choisi la sécurité de ma fille plutôt que de couvrir un agresseur, ai-je corrigé. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'éducation. Je sais. Je leur ai dit la même chose. Ils n'écoutent pas. Il a marqué une pause. Papa a déjà engagé un avocat pour Kelly, un avocat cher. Il a liquidé une partie de leur compte d'épargne retraite pour payer la compte. Cela a attiré mon attention. Quoi? Combien? 5 000. L'avocat prétend que c'était accidentel, que Kelly tendait le bras pour attraper quelque chose et que sa main a heurté le visage de Grace involontairement. Ils vont essayer de ramener ça à une simple contravention ou un délit mineur. J'ai senti la main de Bradley sur mon épaule. Il écoutait via le haut-parleur. Ça ne marchera pas, a-t-il dit calmement. Nous avons un dossier médical montrant la force et l'angle de l'impact.
Aucun accident ne crée une trace de main parfaite avec une telle pression. Je vous dis juste ce qu'il prévoit, a dit Tyler. Kelly joue la victime maintenant, elle dit que tu as toujours été jalouse d'elle. Que tu utilises ça pour attirer l'attention. Que Grace n'était même pas si blessée que ça. Grace a eu un bleu sur le visage pendant une semaine, ai-je dit sèchement. Je sais. Je l'ai vu. Mais Kelly réécrit l'histoire, et maman et papa la soutiennent. Sa voix a baissé. Il raconte à tout le monde que tu es instable, que Bradley te contrôle, que tu as toujours été dramatique, et que ceci n'est qu'un exemple de plus. Ma mâchoire s'est crispée. C'était la dynamique classique de la famille Morrison. La victime devient le méchant, et l'agresseur est protégé. J'avais vu ce schéma se répéter toute mon enfance. Chaque fois que Kelly faisait quelque chose de mal, elle cassait ma poupée préférée. J'étais matérialiste d'y tenir. Elle me volait de l'argent dans mon portefeuille. J'aurais dû mieux surveiller mes affaires. Elle répandait des rumeurs sur moi au lycée. J'étais trop sensible. Mais cette fois, il y avait des preuves documentées, dossiers médicaux, rapports de police, photographies qui ne pouvaient pas être expliquées par un simple malentendu. Laisse-les parler, ai-je dit finalement. Le procureur a les faits. Ce que je n'avais pas prévu, c'était le nombre de personnes dans ma famille élargie qui croiraient la version de Kelly. La sœur de ma mère m'a appelé une semaine plus tard, la voix dégoulinante de déception. Ta mère est dévastée, a dit ma tante Linda. Kelly a fait une erreur, certes, mais tu es en train de détruire toute ta famille pour ça. Ton orgueil vaut-il vraiment la peine de perdre tout le monde? Couvrir la maltraitance d'un enfant vaut-il vraiment la peine de garder la paix, ai-je rétorqué. Maltraitance? Elle a ri. Elle a vraiment ri. Hazel, tu es absurde. Une petite tape pour attirer l'attention d'un bébé qui pleure, ce n'est pas de la maltraitance. Votre génération est tellement douillette. J'ai raccroché sans répondre. Bradley m'a trouvé dans la chambre de Grace, le regard dans le vide. Ta tante, a-t-il deviné? Elle pense que frapper des bébés est une méthode d'éducation acceptable, ai-je dit, anéanti. Ma propre tante. Il n'y a pas qu'elle, a dit Bradley prudemment. J'ai vu ton Facebook. Tes cousins postent des trucs. J'ai sorti mon téléphone et vérifié. Ma cousine Jennifer avait partagé un post vague sur les membres de la famille qui choisissent les étrangers, plutôt que le sang, avec plusieurs émojis qui pleurent. Un autre cousin, Marc, avait posté une longue tirade sur la cancel culture, qui détruit les familles et sur le fait qu'on ne peut plus faire d'erreur sans que quelqu'un appelle la police. Les commentaires étaient pires. Des gens que j'avais connus toute ma vie et des gens qui étaient à mon mariage, qui avaient envoyé des cadeaux à la naissance de Grace étaient maintenant d'accord pour dire que j'avais surréagi. Que porter plainte était vindicatif. Que Kelly méritait le pardon et une seconde chance. Pas une seule personne ne mentionnait la trace de main sur le visage de ma fille. Ils n'étaient pas là, a dit Bradley doucement. Ils n'ont pas vu le visage de Kelly quand elle a frappé Grace. Ils ne l'ont pas entendu traiter notre bébé de peste. Ils reçoivent la version de Kelly filtrée par tes parents, et ils veulent y croire parce que c'est plus facile que de confronter la vérité. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais cela faisait quand même mal de voir à quel point les gens choisissaient rapidement leur camp, et combien peu d'entre eux choisissaient le mien. L'audience préliminaire a été fixée à la mi-janvier. L'avocat de Kelly a tenté de faire rejeter les charges, arguant que l'incident était une erreur ponctuelle commise dans un moment de stress. La procureure, une femme incisive nommée Patricia Vance, a présenté les preuves médicales méthodiquement, les photographies montrant clairement les marques de doigts, le témoignage du médecin sur la force nécessaire pour laisser une telle trace. Le rapport de police détaillant l'absence de remords de Kelly. La prévenue n'a pas accidentellement effleuré le nourrisson, a argumenté Vance. Elle a délibérément frappé un enfant sans défense assez fort pour laisser des ecchymoses pendant une semaine. Et quand on l'a confrontée, elle a blâmé la victime pour avoir été agaçante. Cela montre un schéma de déni de responsabilité qui fait d'elle un danger pour les enfants. La juge, une femme d'un certain âge aux cheveux gris acier, a examiné les preuves en silence. Quand elle a levé les yeux, son expression était grave. Les preuves étaient une cause probable pour les accusations. Cette affaire ira en procès. La prévenue est remise en liberté sous caution, mais à l'interdiction formelle d'entrer en contact avec la victime ou les parents de la victime. Le visage de Kelly est devenu livide. Ma mère,
assise dans le public, a laissé échapper un sanglot. Mon père a passé un bras autour d'elle, le visage comme sculpté dans la pierre. L'ordonnance de non-contact était le détail que Bradley attendait. Ce soir-là, il a appelé un ami avocat de ses années militaires. « J'ai besoin de comprendre quelque chose », a-t-il dit, mettant le haut-parleur pour que je puisse entendre. Si quelqu'un a l'interdiction de contacter ma famille, et qu'il vit dans la même maison que les parents de ma femme, que se passe-t-il quand nous rendons visite à ses parents? L'avocat, le capitaine James Rodriguez, a compris immédiatement. La personne sous le coup de l'interdiction de contact serait tenue de quitter la résidence pendant toute la durée de la visite. Si elle refuse, elle est en violation d'une décision de justice. Et si les parents refusent de la faire partir? Alors votre femme aurait des motifs pour arguer que ses parents choisissent de faciliter le contact avec quelqu'un qui a agressé leur petit enfant. Cela pourrait être utilisé pour établir un schéma de complicité de comportement dangereux. J'ai vu où Bradley voulait en venir. Mes parents ne demanderont jamais à Kelly de partir. Elle vit là-bas gratuitement, n'a pas de travail, pas de revenus, nulle part où aller. Exactement, a dit Bradley. Ce qui signifie qu'ils font un choix, et tu peux faire un choix basé sur cela. 2 semaines après l'audience, j'ai appelé ma mère. J'aimerais amener Grace vous voir ce week-end, ai-je dit calmement. Le silence a duré plusieurs secondes. Ce n'est pas le bon moment, a fini par dire ma mère. Pourquoi pas? Est-ce à cause de Kelly? Ce serait difficile. L'ordonnance du tribunal dit que Kelly doit éviter tout contact avec Grace. Donc, si nous venons vous voir, Kelly doit quitter la maison pendant ce temps-là. Hazel, elle vit ici. Où veux-tu qu'elle aille? Ce n'est pas mon problème, maman. Elle a choisi de frapper ma fille. Ce sont les conséquences. Tu ne peux pas attendre de nous qu'on la jette de sa propre maison. Ce n'est pas sa maison. C'est la tienne et celle de papa. Et si vous n'êtes pas prêt à faire respecter l'ordonnance du tribunal, alors nous ne viendrons pas, la voix de ma mère a monté d'un ton. Alors, tu nous punis nous aussi maintenant? Nous n'avons rien fait de mal. Vous avez regardé quelqu'un agresser votre petite fille et vous lui avez trouvé des excuses. Vous avez choisi de protéger Kelly plutôt que Grace. Ce sont des choix que vous avez faits, et ils ont des conséquences. C'est du chantage. Non, ce sont des limites. Vous pouvez avoir une relation avec Grace ou vous pouvez héberger Kelly. Vous ne pouvez pas avoir les deux tant qu'il y a une interdiction de contact. Ton père n'acceptera jamais ça. Alors je suppose qu'on se verra après le procès, ai-je dit avant de raccrocher. Bradley m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais non pas de tristesse, mais de soulagement d'avoir enfin tenu tête au schéma qui avait gouverné toute mon enfance. Je suis fier de toi, m'a-t-il chuchoté. Mon téléphone a vibré, des messages de mon père. Des messages colériques et accusateurs me disant que je déchirais la famille, que j'étais cruel, que je le regretterais un jour. J'ai bloqué son numéro. Tyler a appelé ce soir-là. Maman et papa pètent les plombs, a-t-il dit. Papa dit que tu es devenue vindicative et autoritaire. Maman ne s'arrête pas de pleurer. Est-ce qu'ils ont demandé à Kelly de partir pour qu'on puisse venir? Tu plaisantes? Papa a dit que ce serait céder à ta manipulation. Il m'a dit qu'il n'allait pas récompenser ton mauvais comportement en dérangeant Kelly. On y était. Même maintenant, même avec des décisions de justice et des poursuites pénales, Kelly restait la priorité. Comment tu tiens le coup avec tout ça, ai-je demandé à Tyler. Il était le seul membre de la famille qui prenait régulièrement des nouvelles, qui reconnaissait ce qui s'était réellement passé. Honnêtement, je pense à me prendre mon propre appartement. Vivre ici pendant qu'ils essaient de réécrire la réalité me rend fou. Hier soir, Kelly pleurait parce que tu as détruit sa vie. Et maman était d'accord avec elle. J'ai demandé quand est-ce qu'on allait parler du fait que Kelly a frappé un bébé, et papa m'a dit d'arrêter de remettre ça sur le tapis. Ils essaient d'effacer ça de l'histoire, ai-je dit. De faire comme si ça n'avait jamais existé en prétendant que ce n'était pas si grave. Ouais, eh bien, ça ne marche pas avec moi. J'étais là. J'ai vu le visage de Grace. Il a expiré bruyamment. Kelly devient de pire en pire, d'ailleurs. Sans boulot, et maintenant avec le procès qui lui pend au nez, elle est à la maison toute la journée, tous les jours. Elle boit plus. Maman essaie de la pousser à chercher du travail.
Mais Kelly dit qu'elle ne peut pas chercher d'emploi alors qu'elle doit gérer de fausses accusations d'agression. J'ai enregistré l'information. La vie de Kelly s'effondrait, comme il se devait. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que mes parents tenteraient de contourner mes limites. 3 semaines avant le procès, ils ont débarqué chez moi à l'improviste. Je les ai vus par la fenêtre et je n'ai pas ouvert la porte. Hazel. Ma mère a frappé de nouveau. Nous savons que tu es là. Nous voulons juste voir Grace. Bradley est apparu à mes côtés. Tu veux que je m'en occupe? Non, ai-je dit. Je vais le faire. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Vous devez partir. Le visage de mon père a rougi. Nous avons le droit de voir notre petite fille. En fait, non. Les grands-parents n'ont aucun droit légal dans cet État, à moins qu'un tribunal ne leur ait accordé un droit de visite. C'est insensé, a-t-il postillonné. Tu ne peux pas nous priver de notre propre petite fille. Je peux, et je le fais. Vous avez clairement montré que vous donniez la priorité au confort de Kelly plutôt qu'à la sécurité de Grace. Ce ne sont pas des gens que je veux autour de ma fille. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. S'il te plaît, Hazel, elle nous manque tellement. Tu nous manques. Ne peut-on pas simplement passer à autre chose? Passer à autre chose, ai-je répété lentement. Kelly passe en procès pour avoir agressé Grace et vous payez pour sa défense. Vous financez littéralement sa tentative d'échapper aux conséquences pour avoir fait du mal à mon enfant, et vous voulez que je passe à autre chose? C'est notre fille, s'est écriée ma mère. Qu'est-ce qu'on est censé faire? L'abandonner? Vous pourriez la tenir pour responsable, ai-je dit. Vous pourriez lui dire que ce qu'elle a fait est mal. Vous pourriez arrêter de lui trouver des excuses et la laisser faire face aux conséquences de ses actes. Les conséquences sont trop lourdes, a argumenté mon père. Un casier judiciaire? De la prison pour une seule erreur? Une erreur? Ma voix est devenue glaciale. Elle a frappé un bébé de 8 mois assez fort pour lui laisser un bleu pendant une semaine, puis elle a blâmé le bébé d'avoir été agaçant. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Et chaque choix a des conséquences. Tu as changé, a dit ma mère, la voix amère. Depuis que tu as épousé Bradley, tu es devenue si froide, si impitoyable. Non, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de me brûler pour vous tenir chaud. Vous devez partir, maintenant. J'ai refermé la porte avant qu'il ne puisse répondre. J'ai regardé par la fenêtre mon père marteler la porte une fois de plus, avant de se ruer vers leur voiture. Ma mère est restée sur le perron à pleurer avant de le suivre. Bradley m'a trouvé assise par terre dans le couloir, le dos contre la porte. C'était brutal, a-t-il dit doucement. Ça devait l'être. J'ai levé les yeux vers lui. Ils ne changeront jamais, n'est-ce pas? Probablement pas, a-t-il admis. Mais tu n'es plus responsable de la gestion de leurs émotions. Tu es responsable de la protection de Grace, et c'est ce que tu fais. Le procès a commencé par une froide matinée de février. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais et peu remplie. Mes parents étaient assis juste derrière la table de Kelly, habillés formellement comme s'il s'agissait d'un mariage plutôt que d'un procès criminel. Tyler était assis de notre côté, l'air mal à l'aise dans son costume. Kelly avait changé d'apparence pour le procès. Ses cheveux étaient attachés en un chignon soigné, son maquillage était minimal, ses vêtements conservateurs. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui m'avait toisé avec mépris à Noël avant de gifler ma fille. C'était la version de Kelly conçue pour susciter la sympathie. L'accusation a mené son dossier méthodiquement. Le témoignage médical a établi la gravité de la blessure et la force nécessaire pour la causer. Le médecin des urgences a expliqué que le positionnement et la netteté de la trace de main indiquaient un coup délibéré, pas un accident. Bradley a témoigné avoir assisté à l'agression, sa prestance militaire donnant du poids à chaque mot. Puis ce fut mon tour. L'avocat de Kelly, un homme doucereux nommé Peter Garrison, a essayé de me faire passer pour quelqu'un de vindicatif. N'est-il pas vrai que vous et votre sœur avez une relation conflictuelle depuis des années, a-t-il demandé. Nous avons eu nos difficultés, ai-je admis. Et n'est-il pas vrai que vous avez toujours été jalouse de Kelly? Non. Vous n'aviez pas de ressentiment parce qu'elle était la préférée de vos parents? Objection, a dit la procureure. Hors sujet. Je cherche à établir un biais potentiel du témoin contre la prévenue.
Je l'autorise, a dit la juge. Mais venez-en au fait, maître Garrison. J'ai regardé le jury droit dans les yeux. Mes parents ont toujours tout passé à ma sœur. Ses erreurs étaient excusées. Son comportement justifié. J'ai appris très tôt qu'il était plus facile d'éviter le conflit que d'attendre d'elle qu'elle assume ses actes. Mais rien de tout cela n'a de rapport avec ce qui s'est passé à Noël. Elle a frappé mon bébé. Je l'ai vu. Plusieurs témoins l'ont vu. Les preuves médicales le prouvent. Garrison a tenté un autre angle. Votre bébé pleurait assez fort avant l'incident présumé, n'est-ce pas? C'est exact. C'est un bébé. Les bébés pleurent. Et Kelly vous avez demandé plusieurs fois de la calmer? Kelly a fait plusieurs remarques sur le fait que Grace faisait du bruit, oui. J'essayais déjà de la consoler. Kelly était frustrée. Ce n'est pas une justification pour une agression. Je ne suggère pas que ce soit le cas, a dit Garrison avec onctuosité. Je cherche simplement à établir qu'il s'agissait d'un moment de stress, d'une action réflexe, et non d'une attaque préméditée. Si c'était un réflexe, pourquoi a-t-elle cherché à se justifier après, ai-je demandé. Pourquoi a-t-elle traité ma fille de peste et dit que j'exagérais? Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui a commis une erreur accidentelle. Le contre-interrogatoire a duré encore 1 heure, mais je suis resté ferme. Chaque question était conçue pour me faire paraître vengeresse ou déraisonnable, je revenais systématiquement aux faits. Kelly a frappé Grace. La blessure a été documentée et elle n'a montré aucun remords. Quand Kelly a témoigné, elle a pleuré. Des larmes parfaites qui ne faisaient pas couler son maquillage, sa voix tremblante alors qu'elle expliquait à quel point elle était stressée. Comment les pleurs du bébé avaient déclenché quelque chose en elle. Comment elle avait, à peine touché, Grace et ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle marque. Je ne ferai jamais de mal à un enfant, dit-elle en regardant le jury. J'aime ma nièce. Tout cela a pris des proportions démesurées, et je pense que ma sœur utilise cette affaire pour me punir pour des problèmes d'enfance qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. J'observais les visages des jurés. Quelques-uns semblaient compatissants. D'autres restaient impassibles. Une femme plus âgée fronçait les sourcils, les bras croisés. Ma mère a témoigné en tant que témoin de moralité, décrivant Kelly comme une tante aimante qui avait fait une erreur dans un moment d'épuisement. Mon père a corroboré, ajoutant que j'avais toujours été difficile et encline au mélodrame. Tyler n'a pas été appelé à témoigner car il était dans la pièce mais n'avait pas vu la gifle elle-même. Mais pendant une suspension d'audience, il m'a dit ce qu'il avait entendu. Kelly a dit à maman et papa hier soir que si elle est condamnée, elle va te poursuivre pour diffamation, dit-il. Papa regarde déjà comment faire. Bradley a entendu. Sur quel motif? Peu importe, ils essaient juste d'intimider Hazel pour qu'elle retire sa plainte. Le procès est déjà en cours, ai-je dit. Il n'y a plus rien à retirer. Ils pensent que s'ils te font assez peur, tu diras au procureur que tu veux te rétracter ou quelque chose comme ça. J'ai secoué la tête. Ça n'arrivera pas, le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, le visage de Kelly était pâle, ses mains agrippaient le bord de la table. Sur le chef d'accusation d'agression sur mineur, comment jugez-vous? Coupable. Le cri de ma mère a résonné dans la salle. Mon père est resté figé. Le visage de Kelly s'est effondré et elle s'est mise à sangloter si fort que la juge a dû appeler au calme. Le prononcé de la peine a été fixé à 3 semaines plus tard. Alors que nous quittions le tribunal, mes parents ont essayé de s'approcher, mais Bradley s'est interposé. « Ne faites pas ça », a-t-il dit calmement. Le visage de mon père était violet de rage. « Tu l'as détruite. Tu es contente maintenant? Ta propre sœur va avoir un casier judiciaire à cause de toi. Ma sœur a un casier judiciaire parce qu'elle a agressé un nourrisson, ai-je dit fermement. C'est sa faute, pas la mienne. Tu aurais pu arrêter ça à tout moment. Kelly aussi. Elle aurait pu ne pas frapper mon bébé. Mais elle a fait son choix, et maintenant elle en assume les conséquences. Le trajet de retour s'est fait en silence. Grace dormait dans son siège, ignorant totalement que justice venait d'être rendue en son nom. Cette nuit-là, au lit, Bradley a demandé « Ça va ?» Je crois que oui, ai-je dit. C'est étrange. Je pensais que je me sentirais plus vengée ou satisfaite, mais je me sens surtout fatiguée. C'est normal. Tu portes ça sur tes épaules depuis des mois.
Mes parents ne me pardonneront jamais ça. Je sais. J'ai perdu presque toute ma famille. Je sais. Je me suis tourné vers lui dans l'obscurité. Est-ce que ça en valait la peine? Il n'a pas hésité. Oui. Parce que l'alternative était d'apprendre à Grace que la famille peut lui faire du mal sans conséquence. Et ce n'est pas une leçon que je veux qu'elle apprenne, jamais. Il avait raison. Quoi que j'ai perdu, j'avais gagné quelque chose de plus important, la certitude que je protégerais toujours ma fille, même si cela me coûtait tout. L'audience de condamnation de Kelly a eu lieu par une matinée grise de mars. La juge, après avoir examiné le rapport présententiel et l'absence totale de casier judiciaire de Kelly, avait le pouvoir d'être clémente. Mes parents sont arrivés au tribunal avec un dossier rempli de lettres de recommandation d'amis, de voisins et de leurs pasteurs. Kelly portait une robe bleu pâle qui la faisait paraître jeune et vulnérable. L'accusation a requis 1 an de prison ferme assorti de 3 ans de mise à l'épreuve avec des cours obligatoires de gestion de la colère. L'avocat de Kelly a plaidé pour une simple mise à l'épreuve, insistant sur son casier vierge et le caractère isolé de l'incident. Puis la juge a demandé si je souhaitais faire une déclaration sur l'impact subi par la victime. Je me suis levé, la main de Bradley pressant brièvement la mienne avant que je me dirige vers le pupitre. Kelly ne me regardait pas. Mes parents me fixaient avec une hostilité non dissimulée. « Votre honneur » ai-je commencé d'une voix ferme. Ma fille avait 8 mois quand ma sœur l'a frappée. Elle en a 14 aujourd'hui. Elle ne se souvient pas de ce Noël, et j'en suis reconnaissante, mais moi, je m'en souviens chaque jour. J'ai sorti mon téléphone et affiché la photographie prise par le médecin des urgences. Voici à quoi ressemblait la tape de ma sœur. C'est le visage de ma fille avec une trace de main parfaite imprimée dessus. Le rapport médical stipule que la force nécessaire pour créer cette marque sur la peau d'un nourrisson est significative, délibérée. L'avocat de Kelly a commencé à objecter, mais la juge l'a fait taire d'un geste. Ma sœur ne s'est jamais excusée, ai-je continué. Pas une seule fois en tous ces mois. Au lieu de cela, elle a dit à quiconque voulait l'entendre que j'étais vindictive, que j'avais exagéré les faits. Que Grace n'était même pas si blessée que ça. Elle a essayé de faire passer l'agression d'un nourrisson pour une surréaction de ma part à une punition normale. J'ai regardé Kelly droit dans les yeux, la forçant à croiser mon regard. Tu n'as pas puni Grace. On ne punit pas un bébé de 8 mois qui pleure. Tu lui as fait du mal parce que tu étais agacé et que tu te sentais le droit de la faire taire de la manière qui te convenait. Ce n'est pas être parent. C'est de la maltraitance. Ma mère a laissé échapper un petit bruit de protestation. La juge a jeté un coup d'œil vers elle, puis est revenue vers moi. Ma sœur vit chez mes parents gratuitement, ai-je dit. Elle n'a pas de travail, pas de revenus, aucune responsabilité au-delà de ce que mes parents exigent. Elle a 35 ans, et elle a été assistée toute sa vie pour éviter les conséquences de ses actes. Chaque erreur a été excusée. Chaque dépassement de limite a été justifié. Ce schéma de protection lui a appris qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait sans jamais avoir à rendre de compte. J'ai marqué une pause pour laisser mes mots peser. Jusqu'à maintenant. C'est la première fois que Kelly doit faire face à de réelles conséquences pour avoir blessé quelqu'un. Et j'espère, votre honneur, que vous imposerez une sentence qui reflète la gravité de l'agression d'un nourrisson sans défense. Et non une sentence basée sur la convenance de mes parents ou sur l'impact sur les perspectives d'emploi futures de Kelly. Je suis retourné à ma place. Mes mains tremblaient, mais je me sentais plus légère. La juge a pris 15 minutes pour relire ses notes avant de prononcer la sentence, 6 mois de prison ferme avec possibilité d'aménagement de peine après 90 jours, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve surveillée. Pendant cette période, la prévenue a l'interdiction de tout contact non surveillé avec des enfants de moins de 12 ans et doit suivre des cours de gestion de la colère et de soutien à la parentalité. Kelly s'est effondrée en sanglots. Ma mère a hurlé. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est une parodie de justice, a-t-il crié. Ma fille n'est pas une criminelle. Cette juge devrait être démise de ses fonctions pour son parti pris. L'huissier s'est dirigé vers lui et Bradley m'a entraîné vers la sortie. Nous sommes partis pendant que mon père se disputait encore avec la sécurité du tribunal sur son droit d'exprimer son opinion. Sur le parking, Tyler nous attendait près de notre voiture. Il fallait du cran, a-t-il dit doucement. Maman et papa vont devenir fous. Ils le sont déjà, ai-je dit. Papa hurlait contre la juge. Ouais,
Je l'ai entendu dans le couloir. La sécurité a menacé de l'arrêter pour outrage au tribunal. Tyler avait l'air épuisé. Je déménage la semaine prochaine. J'ai trouvé un appart en ville et je ne peux plus rester avec eux. Ces derniers mois m'ont montré des choses sur nos parents que je ne peux plus ignorer. Comme quoi, ai-je demandé? Comme le fait qu'ils ne se soucient pas de ce qui est juste, mais seulement de ce qui est confortable pour eux. Kelly a frappé un bébé. Et ils ont dépensé plus d'énergie à la protéger des conséquences qu'à vérifier si Grace allait bien. Ils n'ont pas demandé une seule fois de ses nouvelles depuis Noël. Pas une seule fois, Hazel. Cela m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Il avait raison. En 5 mois, mes parents n'avaient jamais appelé pour savoir comment allait Grace. Si elle avait fait des cauchemars, si le bleu s'était bien effacé. Rien. Leur seule préoccupation avait été le bien-être de Kelly et leur propre inconfort. Je suis désolé que tu sois pris entre deux feux, ai-je dit. Je ne suis pas entre deux feux. Je suis de ton côté. Il y a des camps maintenant, et j'ai choisi le mien. Il m'a serré brièvement dans ses bras. Je t'enverrai mon adresse quand je serai installé. Peut-être que Grace pourra venir voir son oncle. Après son départ, Bradley et moi sommes restés dans la voiture un long moment. Tes parents vont passer à la vitesse supérieure, dit-il enfin. 6 mois, c'est assez de temps pour qu'ils montent en pression. Il avait raison. Les appels ont commencé dès le soir même. Des messages vocaux de ma mère pleurant parce que j'avais mis Kelly en prison, parce que j'avais détruit l'avenir d'une jeune femme, parce que j'avais déchiré la famille. Les messages de mon père étaient plus agressifs, menaçant de me poursuivre pour obtenir un droit de visite des grands-parents, de signaler Bradley à son supérieur pour comportement abusif, de raconter à tout le monde dans notre communauté quelle personne vindicative j'étais devenu. J'ai sauvegardé tous les messages. Bradley a suggéré que nous documentions tout. 2 semaines après la condamnation, mes parents se sont présentés à la crèche de Grace. La directrice m'a appelé immédiatement. Vos parents sont ici, dit-elle prudemment. Ils disent avoir la permission de venir chercher Grace pour une visite de grands-parents. J'ai vérifié votre liste d'autorisation et ils n'y sont pas, donc je ne leur confie pas l'enfant, mais ils insistent et font un esclandre. Appelez la police, ai-je dit, attrapant déjà mes clés. J'arrive dans 10 minutes. Bradley est arrivé avant moi. Quand je suis arrivé, 2 policiers parlaient à mes parents sur le parking tandis que Bradley se tenait près de l'entrée de la crèche, les bras croisés. Ma mère m'a vu et s'est précipitée vers moi, mais les officiers lui ont barré la route. Hazel, s'il te plaît. Nous voulons juste la voir. Nous sommes ses grands-parents. Vous avez essayé d'enlever ma fille de sa crèche sans permission, ai-je dit sèchement. C'est une tentative d'enlèvement. Ne sois pas ridicule. C'est la famille. Vous êtes 2 personnes qui financent la défense de celle qui a agressé Grace. Vous ne l'emmènerez nulle part. Mon père a fait un pas en avant. Nous avons des droits. Les grands-parents ont des droits dans cet état. L'un des officiers, une jeune femme aux yeux fatigués, a soupiré, en fait, monsieur, ici. Les grands-parents n'ont un droit de visite que s'ils peuvent prouver que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant et que les parents sont inaptes ou décédés. Et essayer de récupérer un enfant sans l'accord des parents n'aide pas votre dossier. C'est de la folie, hurlait mon père. Notre propre fille est devenue une tyran. Elle nous prive de notre petite fille par pure méchanceté. Je protège mon enfant de gens qui pensent qu'agresser des bébés n'est pas grave, ai-je corrigé. Il y a une différence. L'officier qui avait parlé à mon père m'a regardé. Madame, voulez-vous porter plainte pour tentative de récupération non autorisée? J'ai regardé mes parents et ma mère en larmes, mon père écarlate de rage et je n'ai ressenti que de l'épuisement. Pas de plainte cette fois, mais je veux que ce soit consigné et je veux qu'il soit banni de cet établissement. La directrice de la crèche, qui observait depuis la porte, a hoché la tête fermement. C'est déjà fait. Je les ai ajoutés à notre liste de personnes interdites. S'ils reviennent, nous appellerons la police immédiatement. Mes parents sont partis, ma mère sanglotant contre l'épaule de mon père, lui grommelant des choses sur des avocats et des procès. Ce soir-là, Bradley m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Nous devons parler de ta sécurité, a-t-il dit sérieusement. Tu penses qu'il me ferait du mal? Je pense que ton père est dans une escalade, et l'escalade peut devenir imprévisible. Il a essayé de prendre Grace à la crèche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va essayer demain?
Je n'avais pas vu les choses comme ça. Mon père a toujours été autoritaire, mais la violence. Ce n'est pas quelqu'un de violent, ai-je dit avec incertitude. Kelly ne l'était pas non plus, jusqu'à ce qu'elle le devienne, a souligné Bradley. Je veux installer des caméras de sécurité, porte d'entrée, porte arrière, allez. Et je veux que tu varies tes habitudes. Ne va pas au même supermarché à la même heure chaque semaine. Ne prends pas le même chemin pour promener Grace. Ne sois pas prévisible. Ça semble extrême. Gifler Grace semblait extrême aussi, jusqu'à ce que Kelly le fasse. Il a pris ma main. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Nous avons installé les caméras ce week-end-là. J'avais l'impression d'être paranoïaque, mais l'entraînement militaire de Bradley lui avait appris à se préparer au pire. Le pire est arrivé 3 semaines plus tard. Je couchais Grace pour sa sieste de l'après-midi quand on a sonné à la porte. Grâce au nouveau système de caméra, j'ai vu ma mère sur le perron, seule, tenant un sac cadeau. Je n'ai pas ouvert, mais j'ai parlé via l'interphone. « Maman, tu dois partir. S'il te plaît, Hazel. Je veux juste parler. J'ai apporté quelque chose pour Grace, des livres et un éléphant en peluche. Elle me manque tellement. Tu peux les laisser sur le perron. On ne peut pas juste parler 5 minutes, s'il te plaît ?» Quelque chose dans sa voix, le tremblement, le désespoir, m'a fait hésiter. Contre toute attente, j'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la grille de sécurité verrouillée. 5 minutes, ai-je dit. Le visage de ma mère était marqué. Son maquillage ne parvenait pas à cacher les cernes sous ses yeux. Kelly ne s'adapte pas bien à la prison, dit-elle. Elle appelle en pleurant tous les jours. Les autres détenues sont méchantes avec elle parce qu'elles ont découvert pourquoi elle est là. Elle est en quartier protégé maintenant parce que quelqu'un l'a menacée. Je suis désolé qu'elle vive des moments difficiles, ai-je dit, sincère malgré tout. Mais c'est ce qui arrive quand on agresse un enfant. Elle a fait une seule erreur. Arrête d'appeler ça comme ça. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs sont des accidents. Kelly a délibérément frappé Grace assez fort pour lui laisser un bleu. Le calme de ma mère a volé en éclats. Tu es ma fille aussi. Comment peux-tu être si cruel? C'est ta sœur, et Grace est ta petite fille. Une petite fille dont tu n'as pas pris de nouvelles une seule fois en 5 mois. Cela l'a clouée sur place. Elle m'a fixé et j'ai vu le moment où elle a réalisé que j'avais raison. Bien sûr que je me soucie de Grace. Tu ne sais même pas ce qu'elle mange maintenant, ou qu'elle marche, ou qu'elle dit au papa et à maman. Et non, tu ne sais rien d'elle parce que tu n'as pas demandé. Tu as été tellement focalisé sur les conséquences pour Kelly que tu as oublié le bébé à qui elle a fait du mal. Des larmes ont coulé sur le visage de ma mère. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment avoir mes 2 filles. Tu ne peux pas, ai-je dit doucement. Pas en ce moment. Kelly a agressé Grace et vous avez choisi de financer sa défense. C'était votre choix et il a des conséquences. L'une de ces conséquences, c'est que vous n'avez pas accès à la petite fille dont vous défendez l'agresseur. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'attendre de moi que je prétende qu'il ne s'est rien passé pour que tu sois à l'aise. Ma mère a posé le sac cadeau sur le perron. Ton père veut vous poursuivre pour obtenir un droit de visite. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il est déterminé. Il dit que si tu ne te montres pas raisonnable, il passera par les tribunaux. Qu'il essaie. Aucun juge n'accordera de droit de visite à des grands-parents qui soutiennent activement quelqu'un condamné pour avoir agressé ce même petit enfant. Ils pensent pouvoir prouver que nous sommes de bonnes personnes pour elle, qu'on ne laisserait jamais Kelly s'approcher. Vous avez déjà choisi Kelly plutôt que Grace une fois. Pourquoi un tribunal croirait-il que vous feriez un choix différent la prochaine fois? Ma mère n'a pas trouvé de réponse. Elle est restée là encore un moment, puis s'est retournée et a marché lentement vers sa voiture. Je l'ai regardée partir, puis j'ai rentré le sac cadeau. Des livres sur les animaux et un éléphant en peluche. Des choses appropriées pour un enfant d'1 an. Je les ai mis dans la chambre de Grace et j'ai essayé de ne pas penser à la grand-mère qui les avait achetés mais n'avait pas daigné demander si sa petite fille allait bien après son agression. Le procès est arrivé 2 semaines plus tard. Mes parents ont déposé une demande de droit de visite, affirmant que je restreignais l'accès de manière déraisonnable et que leur relation avec Grace était essentielle à son bien-être. L'ami de Bradley, le capitaine Rodriguez, avait pris sa retraite de l'armée et exerçait maintenant dans le droit de la famille.
Il a pris notre dossier immédiatement. Ça va être moche, nous a-t-il prévenu lors de notre première réunion. Ils vont essayer de te faire passer pour quelqu'un de vindicatif et de tyrannique. Ils diront que ta colère envers Kelly te pousse à les punir injustement. Qu'ils essaient, ai-je dit. J'ai 5 mois de documentation prouvant qu'ils n'ont jamais, pas une seule fois, demandé des nouvelles de Grace. Aucun appel, aucun SMS, aucun email pour savoir si elle allait bien après avoir été frappée. Leur seul contact a été pour exiger un accès et trouver des excuses à Kelly. Rodriguez a souri sombrement. C'est exactement ce que nous allons présenter. Ici, les grands-parents doivent prouver que la visite est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Ça va être très difficile pour eux de soutenir ça alors qu'ils ont démontré un tel mépris pour son bien-être. La date d'audience a été fixée à la fin mai. Entre-temps, Kelly a été libérée de prison après avoir purgé 90 jours, bénéficiant d'un aménagement de peine pour le travail. Elle s'est réinstallée chez mes parents immédiatement. Et d'après Tyler, elle passait la majeure partie de son temps dans son ancienne chambre, amère et furieuse. Elle te rejette la faute pour tout, m'a dit Tyler lors d'un de nos cafés. Il s'était installé dans son appartement et semblait plus léger, plus heureux loin de la maison de nos parents. La prison, le casier judiciaire, son incapacité à trouver un job. Dans sa tête, si tu avais juste laissé couler, rien de tout cela ne serait arrivé. En réalité, si elle n'avait pas frappé Grace, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai essayé de lui faire comprendre. Elle m'a hurlé dessus pendant 20 minutes en disant que j'étais un traître et que je prenais ton parti contre la famille. Il a bu une gorgée de café. Maman restait juste là et l'a laissé éructer. Elle ne l'a pas reprise une seule fois. Papa était même d'accord avec certains points, disant que tu avais utilisé Grace comme une arme contre la famille. J'ai secoué la tête. Une arme ? Comme si protéger ma fille de gens qui excusent la violence était une sorte d'attaque ? C'est comme ça qu'ils le voient, dit Tyler. Pour eux, la loyauté familiale signifie se protéger les uns les autres des conséquences. Tu as brisé ce code en portant plainte. Maintenant, tu es la méchante de leur histoire. Je peux vivre avec ça, ai-je dit, et je le pensais. L'audience sur le droit des grands-parents a eu lieu par une journée humide de fin mai. La salle d'audience m'était familière maintenant, c'était la même où Kelly avait été condamnée 2 mois plus tôt. Mes parents sont arrivés avec leur avocate, une femme nommée Diane Foster, spécialisée dans les cas de réunification familiale. Ils étaient habillés de manière sobre, ma mère en robe bleu marine, mon père dans son meilleur costume. Grace est restée à la maison avec une baby-sitter, trop jeune pour être exposée au cirque qu'était devenue sa propre famille. La juge Patricia Morland, une femme d'une 60aine d'années au regard acéré et à l'attitude pragmatique, a examiné la requête avant d'ouvrir la séance. Il s'agit d'une demande de droit de visite pour les grands-parents, a-t-elle déclaré. Madame et Monsieur Morrison, votre conseil peut commencer. Diane Foster a présenté leur cas méthodiquement. Mes parents avaient été des grands-parents, aimants et impliqués, avant l'incident. Elle a vraiment utilisé ce mot, l'incident. Comme si Kelly n'avait pas délibérément frappé un nourrisson. Ils avaient gardé l'enfant, assisté à son baptême, envoyé des cadeaux pour les fêtes. La rupture soudaine de tout contact était, émotionnellement préjudiciable, pour Grace et ses grands-parents. Madame Morrison a été dévastée par la perte de la relation avec sa seule petite-fille, a argumenté Foster. Elle souffre de dépression et d'anxiété en conséquence. Monsieur Robert Morrison fait de l'hypertension, qui a empiré à cause du stress. Cette séparation n'a d'autre but que de punir les grands-parents pour avoir soutenu leur autre fille durant une période difficile. Le capitaine Rodriguez s'est levé pour notre réponse. Votre honneur, les requérants prétendent avoir été des grands-parents aimants, mais j'aimerais présenter une chronologie de leur contact avec la victime après l'agression. Il a projeté un calendrier sur l'écran. Le 25 décembre était marqué en rouge la date de l'agression. Chaque jour suivant était vide. Au cours des 153 jours qui ont séparé l'agression de l'audience d'aujourd'hui, combien de fois Madame ou Monsieur Morrison ont-ils appelé pour s'enquérir du bien-être de leur petite fille, a demandé Rodriguez de manière rhétorique. 0. Combien de SMS ou de mails pour demander si elle allait bien? 0. Combien de cartes ou de lettres exprimant leur inquiétude pour son rétablissement? 0. Il a sorti un dossier épais. Ce qu'ils ont fait à la place, c'est financer la défense de l'agresseur de leur petite fille.
Ils ont témoigné en faveur de la personne qui a frappé Grace, décrivant l'acte comme un incident mineur et un malentendu. Ils ont assisté à chaque audience pour soutenir la prévenue. Mais n'ont pas demandé une seule fois à la mère de la victime comment l'enfant s'en remettait. Ma mère pleurait en silence. La mâchoire de mon père était contractée. Les requérants prétendent que cette séparation est une punition, a continué Rodriguez. Mais la protection et la punition ne sont pas la même chose. Ma cliente protège sa fille de gens qui ont démontré qu'ils donneraient la priorité au confort d'un agresseur plutôt qu'à la sécurité d'une victime. Il a présenté les preuves de leur tentative de récupération à la crèche. 3 semaines après la condamnation de mademoiselle Kelly Morrison, les requérants ont tenté de retirer Grace de sa crèche sans autorisation. Empêché de le faire? Monsieur Robert Morrison s'est montré verbalement agressif et a menacé de poursuites judiciaires. Ce n'est pas le comportement de gens qui ont à cœur le meilleur intérêt de leur petite fille. La juge Morland a regardé mes parents par-dessus ses lunettes. Monsieur et madame Morrison, pourquoi n'avez-vous pas contacté votre fille pour prendre des nouvelles de votre petite fille après l'agression? Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir. Nous respections l'espace de Hazel. Elle était si en colère contre nous, nous ne voulions pas aggraver les choses. Mais vous n'avez eu aucun mal à la contacter pour exiger un droit de visite plus tard, a noté la juge. Et vous vous sentiez assez à l'aise pour débarquer à la crèche pour essayer d'emmener l'enfant. Pourquoi une telle incohérence? Mon père a pris la parole, la voix serrée. Votre honneur, notre fille a changé depuis qu'elle a épousé son mari. Elle est devenue froide et autoritaire. Nous pensons qu'il l'influence pour nous couper de notre petite fille par pur calcul. Rodriguez ne s'est même pas levé. Monsieur Morrison, le commandant Bradley Morrison a un dossier militaire exemplaire de 15 ans. Il n'y a aucune preuve de comportement dominateur. Ce qu'il a fait, c'est ordonner à quelqu'un qui venait de frapper un nourrisson de quitter sa maison. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la protection. Le commandant Morrison a refusé de nous laisser voir notre petite fille à Noël, s'est écrié mon père. Après que vous ayez vu quelqu'un la frapper et que vous lui ayez trouvé des excuses, a répliqué Rodriguez. Laisseriez-vous des personnes ayant soutenu l'agresseur de votre fille avoir un accès non surveillé à elle? La juge a levé une main pour demander le silence. Soyons clairs sur la loi. Les grands-parents n'ont pas de droit automatique à voir leurs petits-enfants. Pour accorder un droit de visite contre l'avis des parents, je dois établir que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant et que le refus causerait un préjudice. Elle a regardé mes parents. J'ai examiné toutes les preuves présentées, y compris le rapport de police de l'agression, les dossiers médicaux, le compte-rendu du procès criminel et les documents sur votre tentative de récupération non autorisée. J'ai aussi noté l'absence totale de préoccupation pour le bien-être de l'enfant dans vos communications avec sa mère. Ma mère pleurait de plus belle. Mon père restait de marbre. Voici ce que je vois, a continué la juge Morland. Un enfant a été agressé par sa tante. Les grands-parents ont été témoins de cette agression, lui ont trouvé des excuses, puis ont dépensé des sommes considérables pour défendre l'agresseur devant un tribunal pénal. Une fois l'agresseur condamné, les grands-parents se sont présentés sans y être invités à l'école de l'enfant pour tenter de l'emmener sans autorisation. Ils n'ont fait aucune tentative sincère pour se réconcilier avec la mère de l'enfant ou pour reconnaître le mal fait à la petite. Elle a refermé le dossier. La demande de droit de visite des grands-parents est rejetée. De plus, j'ordonne que toute tentative future de contacter l'enfant ou ses parents sans permission explicite soit considérée comme du harcèlement et signalée à la police. Ce tribunal estime qu'un contact avec les requérants en ce moment ne serait pas dans le meilleur intérêt de l'enfant mineur. Le marteau est tombé. Les sanglots de ma mère ont résonné dans la salle. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est une parodie de justice, a-t-il crié, reprenant les mots qu'il avait utilisés lors de la condamnation de Kelly. Vous laissez une seule personne détruire toute une famille. Monsieur Morrison, a dit la juge d'un ton sec. Une seule autre incartade et je vous condamne pour outrage au tribunal. Votre famille a été détruite au moment où votre fille a agressé un nourrisson et où vous avez choisi de l'excuser. Ne blâmez pas le parent qui protège son enfant. La sécurité s'est dirigée vers mon père, et il a fini par se rasseoir, les mains tremblantes de rage. Nous sommes sortis par une porte latérale. Sur le parking, j'ai laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé retenir. C'est fini, a dit Bradley doucement. Vraiment, ai-je demandé.
Ils ne vont pas l'accepter comme ça. Rodriguez, qui marchait avec nous, a hoché la tête. Il a raison, ils vont probablement monter en pression avant d'abandonner. Documentez tout. Laissez vos caméras tourner. Ne répondez à aucune tentative de contact. Il avait raison de me prévenir. 2 jours après l'audience, j'ai reçu un message Facebook de ma mère. C'était long, confus, alternant entre les supplications et les accusations. Grace lui manquait. Je détruisais la famille. Kelly avait assez souffert. Bradley me contrôlait. Ne pouvais-je pas faire preuve d'un peu de pardon chrétien? Quel genre de fille étais-je? J'ai fait une capture d'écran et je l'ai bloquée. Puis vinrent les lettres. Mes parents ont commencé à envoyer des courriers recommandés chez nous. Des lettres exigeant des visites, menaçant d'autres poursuites judiciaires, affirmant que leurs droits étaient violés. Bradley a collecté chaque lettre sans les ouvrir et les a remises à Rodriguez. On va peut-être avoir besoin d'une ordonnance de protection contre le harcèlement, a dit Rodriguez après la 5e lettre en 2 semaines. Ça commence à ressembler à du harcèlement criminel. Mais les lettres se sont arrêtées d'elles-mêmes après cela. Tyler m'a expliqué pourquoi plus tard. Kelly a été arrêtée de nouveau, a-t-il dit lors d'un café. Elle a violé sa mise à l'épreuve. Elle s'est saoulée dans un bar et s'est battue avec une autre femme, elle lui a cassé le nez. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Elle retourne en prison. Ouais. La juge a révoqué son aménagement de peine. Elle purge le reste de sa sentence initiale, plus du temps supplémentaire pour la violation de sa probation. 18 mois au total, maintenant. Comment maman et papa le prennent? Mal papa tempête en disant que le système est truqué contre Kelly, qu'elle est punie trop sévèrement. Maman est juste brisée. Elle pleure tout le temps. Il a marqué une pause. Je crois qu'ils ont enfin réalisé que les problèmes de Kelly ne sont pas de ta faute. Qu'elle fait ses propres choix et que ses choix ont des conséquences. Tu penses qu'ils vont essayer de me contacter pour s'excuser? Tyler a secoué la tête. Il faudrait qu'ils admettent avoir eu tort. Je ne pense pas qu'ils en soient capables. Il avait raison. Des semaines passèrent sans contact. Grace atteignit ses 18 mois, marchant avec assurance maintenant, prononçant des phrases de 2 mots. Elle n'avait aucun souvenir de ses grands-parents, aucune conscience du drame familial qui gravitait autour de son existence. Parfois, je me sentais coupable de cela, de la priver de grands-parents qui auraient pu faire partie de sa vie. Mais alors je me rappelais les larmes de ma mère lors de la condamnation de Kelly, la rage de mon père au tribunal, leur absence totale de préoccupation pour Grace après qu'elle ait été blessée, et la culpabilité s'évaporait. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait les miens, et Grace était plus en sécurité ainsi. Début août, 6 mois après la condamnation de Kelly et 3 mois après l'audience sur le droit des grands-parents, j'ai reçu un appel inattendu de Tyler. Il faut que tu entendes ça, a-t-il dit sans préambule. Kelly a appelé depuis la prison. Maman était en haut-parleur et elle ne savait pas que j'étais dans la pièce. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est persuadée qu'une fois sortie, elle va arranger les choses avec toi. Mais Hazel, la façon dont elle l'a dit. Il a marqué une pause. Ça ne ressemblait pas à des excuses. Ça ressemblait à une menace. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Que tu t'en étais sorti assez longtemps après avoir ruiné sa vie. Que lorsqu'elle sortirait, elle allait régler ses comptes et te faire comprendre ce que tu avais fait à cette famille. Maman a essayé de la calmer, mais Kelly a crié de plus belle, disant: Tu mérites de savoir ce que ça fait de tout perdre. J'ai mis le téléphone en haut-parleur pour que Bradley puisse entendre. Elle a dit quelque chose de précis sur ce qu'elle prévoit. Non, mais elle a mentionné connaître tes habitudes, savoir où tu emmènes Grace. Elle a dit qu'elle avait eu beaucoup de temps pour réfléchir en prison et qu'elle savait exactement comment attirer ton attention. L'expression de Bradley s'est figée. C'est une menace. Il faut signaler ça. J'ai appelé Rodriguez immédiatement. En 2 jours, nous avons déposé une demande d'ordonnance de protection étendue, allant au-delà de l'interdiction de contact initiale. La juge l'a accordée sur la base du témoignage de Tyler concernant l'appel et du schéma de comportement de plus en plus inquiétant de Kelly. Cette ordonnance est effective immédiatement et court sur 5 ans, a déclaré la juge. Mademoiselle Kelly Morrison a l'interdiction d'entrer en contact, d'approcher ou de communiquer avec Hazel Morrison, Bradley Morrison ou Grace Morrison par quelque moyen que ce soit.
Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Kelly a reçu la notification de l'ordonnance en prison. Selon Tyler, elle est devenue hystérique, hurlant que je la persécutais, que j'avais monté tout le monde contre elle, que j'utilisais Grace comme une arme. Elle ne va pas bien, dit Tyler doucement. Vraiment pas bien. Le psy de la prison lui a donné un traitement. Mais maman et papa pensent toujours qu'elle est juste incomprise. Qu'elle réagit normalement à l'injustice de sa situation. Ils ne le verront jamais, n'est-ce pas, ai-je dit. Que Kelly n'est pas une victime. Non, a admis Tyler. Ils sont trop investis dans l'histoire qu'ils se sont racontée. Kelly est sortie de prison en novembre, après avoir purgé la totalité de sa peine. Tyler m'a appelé le jour de sa sortie. Elle est retournée vivre chez maman et papa, dit-il. Mais Hazel, elle est différente. Plus dure, plus colérique. Elle a passé toute la première nuit à éructer contre toi, disant que tu avais empoisonné tout le monde contre elle, qu'elle allait prouver qu'elle n'est pas le monstre que tu as décrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien, mais nos parents la confortent là-dedans. Papa est d'accord avec elle, disant, tu as été vindicative et cruelle. Maman essaie de jouer les pacificatrices, mais elle échoue. Toute la maison est sous tension. Bradley a renforcé nos mesures de sécurité. Nous avons varié nos habitudes de manière plus délibérée, et évité toute routine, sommes restés sur nos gardes. C'était comme vivre en état de siège, mais nous n'avions pas le choix. 3 semaines après la sortie de Kelly, quelqu'un a crevé mes pneus alors que ma voiture était garée au supermarché. Les caméras du magasin ont montré une silhouette avec une capuche et un masque, mais l'angle rendait l'identification impossible. Le rapport de police a consigné l'incident, mais ils ont dit qu'en l'absence de preuves claires sur l'auteur, ils ne pouvaient rien faire. 2 semaines après cela, quelqu'un a déposé un oiseau mort sur notre perron. Notre caméra de sécurité a filmé une voiture passant lentement devant chez nous vers 3 heures du matin, mais la plaque d'immatriculation était masquée. Ça escalade, a dit Bradley en examinant les images. Ce ne sont pas des actes aléatoires. On ne peut pas prouver que c'est Kelly, ai-je dit. On sait que c'est Kelly. Rodriguez a déposé une requête pour que le contrôleur judiciaire de Kelly enquête sur ces incidents. Le contrôleur a interrogé Kelly, qui avait un alibi pour les 2 événements, elle était restée à la maison avec nos parents. Ma mère et mon père ont tous 2 juré que Kelly était restée là toute la nuit. Ils mentent pour elle, ai-je dit sèchement. Probablement, a admis Rodriguez. Mais on ne peut pas le prouver. Et sans preuve, on ne peut pas révoquer sa probation. Le harcèlement a continué par petites touches. Des appels anonymes à des heures indues, quelqu'un fouillant dans nos poubelles, filmé par la caméra, mais encore une fois, masqué et non identifiable, un avis négatif posté sur la page Facebook publique de l'unité militaire de Bradley. Prétendant qu'il était abusif envers sa famille, rapidement retiré mes perturbants. Puis, fin décembre, presque exactement 1 an après l'agression initiale, Tyler a appelé, paniqué. Kelly a disparu, dit-il. Elle a quitté la maison il y a 3 heures en disant qu'elle allait au magasin. Maman vient de m'appeler parce qu'elle ne répond pas à son téléphone et que sa voiture est toujours là. Hazel, je pense qu'elle est à pied et je pense qu'elle se dirige vers chez vous. Bradley était déjà en train de consulter les flux de nos caméras de sécurité sur son ordinateur. Rien pour l'instant, mais si elle était à pied, il lui faudrait au moins 2 heures pour arriver jusqu'ici. J'appelle la police, ai-je dit en composant déjà le numéro. L'opérateur du 911 a pris mes informations et a envoyé une patrouille dans notre quartier. 20 minutes plus tard, un officier est arrivé et s'est garé en face de chez nous, phares éteints, pour surveiller. 1 heure passa, puis une autre. Grace dormait à l'étage, inconsciente de tout. Bradley et moi surveillions les écrans, tendus et silencieux. À 23h47, une silhouette est apparue sur la caméra de l'allée. Kelly, vêtue de vêtements sombres, tenant quelque chose à la main. C'est elle, a dit Bradley en se dirigeant déjà vers la porte. Le policier l'a vue en même temps et est sorti de sa voiture. Madame, arrêtez-vous tout de suite. Kelly s'est figée, prise dans les projecteurs de l'allée. L'objet dans sa main était une brique. Madame, lâchez ce que vous tenez et levez les mains, a ordonné l'officier, la main sur son arme. Kelly a regardé la brique, puis notre maison, puis le policier. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'enfuir. Au lieu de cela, elle a lâché la brique et s'est mise à pleurer. Je voulais juste parler à ma sœur, a-t-elle crié, sa voix parvenant jusqu'à la fenêtre ouverte.
Elle a monté tout le monde contre moi. Je voulais juste qu'elle m'écoute. Vous avez une ordonnance de protection qui vous interdit d'être ici, a dit l'officier. Retournez-vous et mettez les mains dans le dos. Je n'allais faire de mal à personne, a protesté Kelly alors que l'officier lui passait les menottes. On ne vient pas pour parler avec une brique à la main, a dit le policier d'un ton sec. Kelly a été arrêté pour violation d'une ordonnance de protection et tentative de dégradation de propriété criminelle. Comme il s'agissait de sa 3e arrestation en moins de 2 ans, le procureur a demandé la révocation de sa mise à l'épreuve, et Kelly a été condamné à purger le reste de sa période de probation initiale de 3 ans en prison. Mes parents se sont précipités au poste de police, affolés. Selon l'officier qui nous a tenus au courant, mon père a essayé de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu, que Kelly s'était juste promenée et qu'elle s'était retrouvée devant chez nous par accident. Avec une brique, avait répété l'officier, l'incrédulité manifeste dans sa voix. Cette fois, ma mère n'a pas pleuré. Elle m'a appelé directement, la voix froide et amère. « Es-tu satisfaite maintenant ?» a-t-elle exigé. « Ta sœur va en prison pour 3 ans à cause de toi. » « Ma sœur va en prison parce qu'elle a violé une ordonnance de protection en étant armée, » ai-je corrigé. « Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de ses choix. Tu as détruit cette famille. Kelly a détruit cette famille quand elle a frappé mon bébé. Tout ce qui s'est passé depuis n'est qu'une suite de conséquences. Je ne te le pardonnerai jamais, a dit ma mère. Je sais, ai-je répondu doucement. Je le sais depuis longtemps. Elle a raccroché. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain, Bradley est revenu avec des papiers. Rodriguez avait déposé une demande d'ordonnance de protection permanente contre les 3. Kelly, ta mère et ton père. Compte tenu du schéma de harcèlement et du fait que tes parents couvrent systématiquement le comportement de Kelly, le juge va l'accorder sans problème. Tous les 3, ai-je répété. C'était à la fois un soulagement et un déchirement. Ils ont fait leur choix, Hazel. Chacun d'entre eux a choisi le confort de Kelly plutôt que la sécurité de Grace. On ne fait que rendre ça officiel. L'ordonnance permanente a été accordée sans contestation. Mes parents ne se sont même pas présentés à l'audience. Kelly, comparaissant par vidéo depuis la prison, m'a hurlé des obscénités jusqu'à ce que la juge coupe son micro. 5 ans minimum, renouvelable indéfiniment selon le comportement. Aucun contact, aucune proximité, aucune communication d'aucune sorte. C'était enfin, véritablement, fini. Grace a 4 ans aujourd'hui. Elle est à l'école maternelle, elle apprend à écrire son nom et à compter jusqu'à 20. Elle a des amis, des après-midi de jeu, une vie totalement épargnée par le drame qui a défini ses 2 premières années. Elle n'a aucun souvenir de ses grands-parents. Elle ne sait pas qu'elle a une tante en prison. Quand elle dessine notre famille, c'est moi, Bradley et Tyler. L'oncle Tyler, qui vient dîner tous les dimanches et qui lui a appris à aimer les bandes dessinées. Parfois, on me demande pourquoi Grace ne voit pas mes parents. Des histoires de famille, je réponds vaguement. Et la plupart des gens sont assez polis pour ne pas insister. À ceux qui insistent, je donne la version courte, ils ont soutenu quelqu'un qui a fait du mal à Grace. Nous avons choisi de la protéger. Kelly a essayé de me contacter 2 fois depuis la prison. Les 2 fois via les membres des familles d'autres détenus qui m'ont envoyé des messages Facebook. Les 2 messages étaient des variantes du même thème, elle est désolée, elle a changé, ne puis-je pas lui pardonner, une seule erreur? Je ne réponds jamais. Il n'y a rien à dire. Ma mère envoie des cartes parfois, adressées à Grace, remplies de platitudes de grand-mère disant à quel point elle lui manque et combien elle l'aime. Je les garde dans une boîte au grenier. Un jour, quand Grace sera assez grande, je les lui montrerai et je la laisserai décider si elle veut une relation avec des gens qui ont choisi son agresseur plutôt qu'elle. Mais ce sera son choix d'adulte, pas le mien de mère. Tyler s'est marié l'année dernière avec une femme merveilleuse nommée Andrea, qui est assistante sociale. Au mariage, quelqu'un a demandé pourquoi les parents de Tyler n'étaient pas là. Ils n'étaient pas invités, a simplement répondu Tyler. Ils ont fait des choix qui les ont placés en dehors de notre cercle familial. Mes parents ont envoyé une lettre après cela, furieux que Tyler les ait exclus de son mariage. Ils m'ont rejeté la faute, bien sûr, prétendant que j'avais monté leur fils contre eux. Tyler a répondu par écrit la seule réponse qu'il leur ait jamais envoyée, vous avez regardé Kelly frapper un bébé et vous lui avez trouvé des excuses. C'est là que j'ai découvert qui vous étiez vraiment. Hazel ne m'a pas monté contre vous.
vous avez fait ça tout seul. Ils n'ont pas répondu. Le mois dernier, Kelly est sortie de prison. Elle a purgé l'intégralité de sa peine de 3 ans, et sa mise à l'épreuve court encore pour 2 ans. L'ordonnance de protection reste en vigueur pour encore 1 an, renouvelable indéfiniment. Tyler a entendu dire par la famille élargie qu'elle vit dans un foyer de réinsertion, travaille à temps partiel dans un entrepôt, essaie de se reconstruire. Nos parents lui rendent visite chaque semaine, la soutenant toujours convaincus qu'elle est la victime dans tout ça. Je ne ressens rien quand j'entends ça. Pas de vengeance, pas de colère, pas de satisfaction, juste la conscience lointaine que certaines personnes ne changent jamais. Et se protéger d'elles n'est pas de la cruauté. Bradley et moi avons récemment acheté une maison plus grande dans un autre quartier. En partie pour avoir plus d'espace à mesure que Grace grandit, en partie pour repartir de zéro. Aucun souvenir de pneus crevés, d'oiseaux morts ou d'arrestation à minuit dans l'allée. Nous n'avons pas dit à mes parents que nous avions déménagé. Nous ne l'avons dit à presque personne. Nous sommes juste partis, nous avons commencé une nouvelle vie, construit de nouvelles habitudes dans un nouvel endroit où l'ombre de Kelly ne nous suit pas grâce à un portique maintenant dans notre grand jardin. Elle y joue chaque soir après l'école, ses éclats de rire s'engouffrant par les fenêtres ouvertes. Bradley la pousse de plus en plus haut pendant qu'elle crie de joie, et je les regarde depuis le perron, un café à la main, m'émerveillant de voir à quel point la vie peut être normale quand on en retire les personnes toxiques. Parfois, je repense à ce dîner de Noël. À quel point tout aurait pu être différent si mes parents avaient réagi autrement à ce moment-là. S'ils avaient été horrifiés au lieu d'être sur la défensive. S'ils avaient fait passer Grace en premier au lieu de Kelly. Mais ils ne l'ont pas fait. Et je ne peux pas changer ça. Ce que je peux changer, c'est l'avenir de Grace. Elle grandit en sachant que les limites comptent, que les conséquences sont réelles, que les adultes qui font du mal aux enfants n'ont pas accès aux enfants. Elle apprend en regardant comment Bradley et moi gérons cela que se protéger n'est pas de l'égoïsme. Elle apprend que parfois la famille que l'on choisit est Tyler, Andrea, les parents de Bradley qui nous ont accueillis à bras ouverts, nos amis proches qui sont devenus des oncles et tantes de cœur et plus fortes que la famille biologique. La semaine dernière, Grace m'a demandé pourquoi elle n'avait qu'un seul couple de grands-parents, ceux de Bradley, alors que ses amis de l'école en ont 2. Certaines familles sont plus petites, lui ai-je expliqué avec précaution. Mais ça veut dire que les gens qui y sont encore plus spéciaux. Comme oncle Tyler, a-t-elle demandé. Exactement comme oncle Tyler. Elle a accepté cela sans poser de questions car, à 4 ans, son monde est encore simple. Un jour, il deviendra plus complexe. Un jour, elle posera des questions plus difficiles sur l'absence de mes parents, sur cette tante qu'elle n'a jamais rencontrée, sur ses ordonnances de protection et ses rapports de police où son nom figure. Quand ce jour viendra, je lui dirai la vérité, que j'ai choisi sa sécurité plutôt que la paix de façade, son bien-être plutôt que les attentes familiales, son avenir plutôt que mon passé. Et je lui dirai que je ferai le même choix 1000 fois s'il le fallait. Parce qu'au bout du compte, Kelly n'a pas seulement giflé mon bébé ce soir de Noël. Elle a révélé qui étaient vraiment les gens au moment où cela comptait le plus. Et les gens qui ont échoué à ce test ne méritaient pas une seconde chance d'échouer à nouveau. Ils ont giflé mon bébé. Je l'ai protégé. Et je ne regretterai jamais, au grand jamais, ce choix.